Bonjour à tous, bienvenue dans le Point d'Orge en compagnie de Maniaco. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'une série Netflix. Ouais. Bon, il y a pas mal de gens qui en ont déjà parlé en vrai, et on va pas vraiment faire dans l'originalité parce qu'on va On, peut-être globalement on va répéter des cracher lieux dessus. communs. On va cracher dessus, on va tirer sur l'ambulance. Mais ouais, non, c'est tout en fait. On va On juste commence à tirer sur devenir l'ambulance. habitué à cracher sur des trucs dans les points d'orge là. Oui, parce Il faut que qu'on refasse des points d'orge où on parle de lecture ou de trucs un peu plus positifs parce que c'est du coup vrai. celui-là il sortira après sur Norman. Oui, On fait normalement. dans la logique, ouais. Ouais, non. Donc c'est vrai que bah, de base on voulait pas regarder, enfin même moi j'ai même pas Netflix pour vous dire. Ouais. Donc pour le coup on n'aurait pas du tout regardé, c'est juste que bah, pour le point d'orge on s'est dit bon encore une daube à regarder. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment le point d'orge qui nous a poussé à regarder ce truc. Parce qu'on s'est dit, allez, pour le point d'orge, on se les a matés, ces 5 épisodes, on se les a matés en une fois. C'est vrai. Et Parce que pour le bon, coup le point d'orge on le voilà. remercie pas beaucoup non plus. Non. On n'oublie pas que c'est le point d'orge donc on boit quand même une Eh bière oui, assez particulière aujourd'hui. on y pense dès le début. C'était les Geek Days, bon voilà. Les Geek Days c'est une convention à Lille qui met à l'honneur les geeks n'est-ce pas? Ah, nous on est des geeks, On vous est le des gros savez. geeks et donc du coup mais bon, on est surtout là pour les bières Bien sûr. comme dans toute convention normale et là on boit une Yamajiji qui est une bière artisanale blonde au sudachi qui était un agrume japonais. Ouais, c'est ce qu'on nous a expliqué. Voilà et bon, en fait elle est brassée dans ma ville natale, c'est pour ça qu'on l'a prise et c'est en gros une bière qui se rapproche du yuzu, enfin des bières au yuzu donc Donc voilà. une bière brassée dans le nord et qui en plus est fabriquée avec des produits japonais. Et puis de toute façon, globalement, la brasserie qu'on a vue, enfin le stand qui était là et qui la vendait, avait l'air pas mal spécialisé en technique de fabrication à la japonaise, à l'ancienne et ce genre de choses. Donc finalement, c'est très point d'orge. C'est ça. Hein, on a parlé du Japon, on a pas. Et Chin, du coup. puis. Et puis santé d'ailleurs, c'est Voilà. vrai qu'on peut commencer par là. Donc voilà, une parfaite bière pour cette C'est- super vidéo qui commence très bien. Alors, on va vous parler vite fait du coup de notre état d'esprit en entrant dans la série, parce que moi j'ai vu tous les échos négatifs, on va dire classiques. Ouais, mais même avant d'avoir les échos négatifs, déjà, Ah non, oui, juste oui, le oui, concept oui, de la série, bien sûr. on savait que ça sentait mauvais et qu'on voulait pas la regarder, Bah, déjà. exactement. Avant Alors que ça sorte. moi, pour le coup, le fait que ce soit Frank Gastambide qui soit réalisateur de la série, réalisateur et acteur, moi ça me dérangeait pas parce qu'en fait je le connaissais pas. Je ne savais pas qui était Frank Gastambide parce que j'ai vu aucun de ses films. Aucune production cinématographique ou médiatique qu'il ait pu faire. Je le voyais visuellement, je savais que c'était Ouais. un acteur, mais je sais pas qui c'était ce gars. Donc en fait, j'avais aucun a priori. Bah si, j'ai forcément un a priori négatif parce que c'est un cinéaste français, mais je veux dire quand même, voilà, enfin qui fait dans l'humour, hein, je veux dire. Hein. Oui. Là, ouais, Oui, non, pas... voilà, qui fait dans l'humour, puis on voit, enfin. Il suffit de regarder un peu les images et tout, tu vois qu'il y a un nain, un gros, et tu dis bon ok ça va De pas être voir, drôle. de voir ces séries et les films qu'il a fait, que ça tourne un Ouais. peu toujours autour des mêmes thématiques. Moi, j'avais jamais non plus vu de production Gastambide. Par contre, j'en avais déjà eu des échos négatifs, donc forcément, j'avais pas envie. Puis même, vu les pitchs, et même au titre et aux affiches de ce qu'il avait fait avant, j'avais pas envie. Donc j'avais quand même un a priori négatif, mais c'est techniquement la première œuvre de Franck Gastambide que je voyais. Et la dernière. Et possiblement, bah, après je sais pas, il y aura peut-être la saison 2 que Ah je sais ouais, pas. On peut-être. sait pas, peut-être on peut jamais dire la dernière, mais en tout cas, bon, ouais, ça commençait pas super bien quoi. Donc voilà, et série de Franck Gastambide. Au niveau du MMA, moi personnellement, je suis assidûment le MMA. T'as dit le titre? La Parce que je suis cage. même pas sûr depuis le début. La cage. Ouais. Ouais, ouais. T'as Je dit le pense. titre au début? Bon, peut-être pas. Bah, Bon, c'est la ouais, cage. on Bah, parle ça, de c'est la marqué cage, dans le oui, titre. on parle de la cage, c'est vrai que c'est dans le titre. C'est marqué dans le ouais. titre. Oui, c'est la cage. Ouais. Non, je disais que juste pour le MMA, moi, je suis pas Enfin, j'ai que 23 ans, donc j'ai pas non plus le recul nécessaire sur le sport. Il y en a qui sont fans de MMA et qui suivent le sport depuis 20 ans. Moi, c'est pas mon cas. J'ai commencé en 2018, je crois, un peu, en 2019, à peu près. Donc voilà, je suis pas non plus un. Et puis bon, depuis lors, je suis très assidu et je m'en renseigne beaucoup. Et pour le coup, je connais beaucoup de combattants et il y a beaucoup de combats qui m'intéressent. Mais je veux dire, voilà, j'ai pas l'expérience non plus, le recul d'un mec qui a 20 ans de MMA dans les pattes. Ouais. Mais bon, enfin, c'est suffisant aussi, je pense, hein, pour te rendre compte des gros trous de la série et des gros défauts, quoi. Oui, bah moi c'est pareil, j'ai commencé vraiment à regarder assidûment le MMA après toi. J'avais déjà regardé certains combats, certains passages sur YouTube avant ça, mais c'est vraiment depuis le Covid que
je suis hebdomadairement ce qui se passe globalement dans le MMA. T'es initié. Voilà. Mais on regarde ensemble les gros événements, on se lève la nuit pour les regarder, et c'est rare qu'on en rate quand c'est vraiment des combats intéressants, ce genre de choses. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on est vraiment qu'on est assez immergé dans le MMA pour connaître quand même le milieu en tant que spectateur, et donc voir comment ça marche, avoir les références, les codes. Et donc on abordait cette série ouais, enfin je sais pas, en fait on savait que ça allait parler de quelque chose qu'on connaissait, et du coup on voulait voir si ça allait bien le dépeindre, et voir comment ça allait être fait. Et donc on a quand même assez de codes pour arriver à en juger, même si on n'est pas des professionnels non plus, évidemment. Mais on voilà, savait, en tant que spectateur et de passionné de MMA à titre de spectateur. Ouais. Et puis bon, le fait que ce soit un réalisateur parisien très ancré dans ce milieu d'entre-soi, un petit peu, c'est vrai, avec Arès, parce qu'il était Arès, moi c'est pour ça. Je l'avais déjà vu, moi j'ai vu sa gueule, je me suis dit, putain, c'est pas un mec qui est dans le public d'Arès parfois. Il est pote avec pas mal d'acteurs du MMA français, de combattants, même j'avais vu qu'il avait déjà été invité dans des émissions de Cyril Gann et ce genre de trucs, comme on le voit dans la série d'ailleurs. Et donc, oui, c'est ça. En fait, il a des contacts dans le milieu, et du coup, il en a profité pour faire cette série sur ce sport qu'il a l'air de regarder, j'imagine, assidûment, mais voilà, quoi. C'est pas non plus ça a pas l'air d'être un pratiquant ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais finalement, j'ai pas du tout été surpris, parce que je m'attendais à une série cliché, on va dire, juste ostentatoire, tu vois, avec où tu vas voir quelques noms, quelques machins. Le mec va essayer de te montrer que c'est un connaisseur, tu vois. Enfin, c'est une série pour le grand public. Pour les connaisseurs, il va te montrer le KOTS, etc. Mais faire quelques rêves. Ouais, mais voilà. Mais globalement, je m'attendais vraiment aux Parisiens qui croient tout connaître sur un sujet de spécialiste, tu vois, et qui va te faire une série juste vulgaire pour les connaisseurs, et quand même regardable et appréciable pour des mecs qui ne connaissent rien, tu vois. Et en gros, c'est ce qu'on a eu, c'est juste... Enfin, quand tu connais un peu le MMA, tu souffles un nombre incalculable de fois devant la série, parce que tu te dis, putain, c'est... Il t'envoie des références avec la subtilité d'un camion Ben à 18h sur le périph', quoi. Non, vraiment, c'est... En fait, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, quoi. Surtout que de ce que j'ai entendu, c'est assez cohérent avec les autres séries qu'il a pu faire et autres films, parce que Gaston Bide, avant, il avait fait comme série validée. Ce qui paraît, les persos, c'est les mêmes. Il avait fait les Kaira. Enfin, en fait, il était. J'ai rien qu'au nom, tu sais que c'est de la merde. En fait, tu vois qu'il essaye de faire des espèces de séries pseudo-comiques sur l'univers des banlieues, plus ou moins. Sauf que là, il a voulu faire un peu sa version MMA de ce qu'il fait habituellement, quoi. En pouvant du coup placer ses potes, montrer certains combattants, et du coup essayer de prouver en même temps qu'il connaît que lui aussi c'est un passionné de MMA. Sauf que même en dehors de ça, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais bon, on va en parler petit à petit. Bon, on va pas la faire très longue, je pense, donc on va parler... Ça va être assez rapide finalement. On va parler des... dire que ça marche pas. Bon, on dit ça à chaque fois et on fait toujours 1 heure, donc... Ouais, bon, on va voir. On va parler des personnages rapidement. Alors oui, c'est pas aussi structuré que d'habitude, parce qu'on se dit, bon, de toute façon, les idées vont nous venir comme ça au fur et à mesure, et à partir des personnages, on va pouvoir embrayer. Donc, au niveau des persos, alors on va parler vite fait du perso principal. Alors, c'est ça, Taylor Keita, c'est ça ? Taylor Keita, je crois, ouais. En fait, alors, moi je vais te dire ce que j'en ai pensé globalement. Il traverse la série... En fait, c'est un... Comment dire ? C'est un artefact. Mm-hmm. Il est là, et en fait, quand le scénario appuie sur le bouton personnage principal quand il doit gagner un combat. Ouais. C'est-à-dire que le combat, hop, il gagne. Le combat, tu gagnes. Là, par contre, tu perds. Ouais. Et par contre, en dehors de ça, le mec, c'est un plot. Il suit le scénario. C'est une huître. Le perso, par contre, je suis désolé, l'acteur n'a pas vraiment le charisme d'un combattant. On en parlera avec les autres persos, mais en fait, il est là, il a pas vraiment d'expression, il est un faciès un peu neutre. Dès qu'on lui dit un truc, qu'on le remballe, il est là. En fait, il a pas vraiment de personnalité. Même quand il essaie de s'énerver, là, ça rend pas trop bien. Quand il répond aux méchants au face-à-face, tu sens que c'est pas authentique. En fait, du coup, il traverse la série, c'est le personnage principal, ok, donc c'est autour de lui que tous les enjeux sont centrés. Mais
Bah, il a pas de personnalité en fait. En fait, Il a juste pas de personnalité en fait. Ouais, il est très peu marquant, très oubliable. C'est un peu comme ce que tu dis. On dirait vraiment un. Quand tu fais une game de jeu vidéo, enfin d'un jeu à histoire, et que tu sais que le perso principal de l'histoire c'est un peu un placeholder où tu sais il a pas de design, c'est toi qui le crée, et puis il a pas de dialogue parce que bah il est censé être lisse et tu dois t'identifier à lui. Et du coup c'est ça en fait, on a un espèce de, je vois les persos gris qui ont pas de visage, qui ont rien du tout, juste pour que tu t'imagines, enfin t'y mettes à la place ce que toi tu veux. Et du coup, ouais, il est là, il est là, il a sa romance avec la fille, il a sa rivalité avec le méchant, sa relation avec le coach, avec tout ça, et juste, il suit l'histoire. En fait, il va là où on lui dit d'aller, il combat, en fait, il gagne, mais il est même pas impressionnant, vraiment. Mais, surtout qu'il passe vraiment de mec pas doué au MMA, enfin pour le MMA, à un gars qui va te disputer un combat pour le titre à Ares, qui va faire un tournoi au KSW. En moins de 8 mois. Ouais, Il est même pas pro au début de la série. Il est encore amateur. Ouais, non, mais ça c'est pour le scénar, mais vraiment. Il fait un combat au KSW parce que, parce que, je sais pas, il a décidé. Enfin, apparemment, tu choisis d'être au KSW. C'est toi qui choisis ton organe. Ça c'est quand même incroyable. Il dit non, mais je vais au KSW. Ok, donc il y a aucune histoire de. Je sais pas, il y a pas d'histoire contractuelle. Bon, j'imagine qu'il s'embarrasse pas de ça, mais au moins tu vois. Bah déjà, il a pas fait de combat pro. Déjà, oui, à ce moment-là, il est même pas pro. Je crois qu'il y a des règles. Tu peux pas faire un combat pro contre. En France. En France, ouais, je sais pas comment ça marche à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même une grosse différence. C'est-à-dire que le mec, rentre en pro au KSW directement. Ouais, mais je pense que s'il y a une histoire, il y a un emballement médiatique, une histoire qui peut être racontée autour de deux combattants, bah il peut rentrer pro, je sais pas, dans une grosse orga, c'est possible, tu vois. Ouais. Et bon, ça me choque pas, mais c'est juste que. Ouais, en fait, il passe du KSW à l'Ares. Comme oui, vraiment, mais aucune explication. Alors, nous, on s'est dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, Gaston Bide, il a eu les droits pour le KSW, quoi, pendant genre 3 jours de tournage. Ouais. Et après, il pouvait plus tourner là-bas, donc en gros, bah après, c'était l'Ares. Bah, après, il avait des financements de l'Ares pour la série, ouais, du coup, il était en même temps pas aller là-bas. Pour le titre de l'Ares directement. Alors qu'il n'est pas ni champion du KSW. En fait, en l'espace de 8 mois, donc il fait son premier combat pro au KSW. Ensuite, il fait un tournoi, 3 combats en une soirée au KSW, puis le titre Ares. Ouais. Alors qu'il a perdu le tournoi d'avant en plus. Je veux dire, il y a pas de 3 combats pro. Hein, ouais. 3 combats pro en moins de 8 mois. Et enfin 4 si on prend les 3 combats en une soirée plus le premier combat. Oui. Et tournoi qui perd, et puis directement c'est l'Ares, directement c'est la ceinture de l'Ares en plus, et ça n'a aucun sens. Oui, puis donc premier combat sur lequel il se défile parce qu'il a pris un KO avant, du coup il a un peu trop bas, et du coup après ils refont le combat, enfin il se passe quand même beaucoup de choses en 8 mois, tu vois. Ouais, mais c'est clair. Quand tu commences à y penser, tu te dis, déjà en termes de cohérence, de comment il trouve des places aussi facilement dans les orgas. Mais de toute façon, tout va. C'est lui qui choisit. On s'en fout, tout va à 2000 à l'heure. En fait, on s'en bat les couilles de ça, tu vois. C'est vraiment ok, bah allez, hop, la reste, ok, le KSW. Ouais, si, le combat. Ouais, puis il nous montre rien. En fait, il nous montre rien. Il va voir son coach, il dit, moi je veux faire le tournoi du KSW. Et le coach il dit non, et il fait, ouais, si, ma daronne et tout. Du coup, le coach dit, bon, ok. Et il fait il suffit de le vouloir. Tu veux faire alors que t'as un combat pro, tu vois. Il suffit de vouloir faire le tournoi du KSW et tu t'inscris, et puis le KSW dit bah ouais, c'est bon, t'as été pris pour le tournoi. Oui, c'est ça. Ce qui est marquant, c'est qu'il y a aucune. On n'explique jamais. Aucune barrière en fait, non, mais c'est juste que. Il fait ce qu'il veut. Il y a aucun levier, tu vois. En gros, c'est littéralement, il veut participer au tournoi, c'est bon, c'est fait. Si le personnage principal le veut. Si le coach a accepté, c'est bon, c'est le coach qui choisit. Le scénario se plie à la volonté du truc, tu sais, il y a genre le matchmaker, le recruteur du KSW, ou de la reste, ils sont pas leur mot à dire, non, c'est comme tu disais hors caméra. Tu prends ton stylo et t'inscris ton nom sur la liste là pour le tournoi du KSW. Tu sais, c'est la tombola du quartier, et tu peux rentrer comme ça. Bon, mais déjà, je comprends même pas pourquoi ils ont voulu le faire en. Tu sais, ça aurait pas été moins impactant si ça avait pas été pour le titre de l'Ares. On s'en branle que ce soit le titre de l'Ares. Et donc là, c'est ça. Donc ça veut dire que du coup, le méchant là, Bosch. Ça veut dire que lui il est au KSW. Oui, du coup, Bosch c'est le nom du rappeur. Ouais, c'est le nom, je sais même comment il s'appelle. Parce qu'en fait, moi je connaissais pas du tout l'acteur, là, le rappeur. Du coup, oui, c'est l'acteur. Enfin, son nom de scène, c'est Bosch. Ouais. Et c'est juste que, comment il s'appelle le perso dans la série? Mais je sais plus.
Le méchant, quoi. Ouais, le méchant. C'est le méchant qui aboie. On va l'appeler le méchant, bah, Et, on va parler du méchant après. Oui, du coup, non, mais on l'appelle Bosch, mais aucune idée de Ouais, je sais même plus qui comment est il s'appelle. ce gars, mais juste. Le méchant, ouais, voilà, le méchant. Et c'est-à-dire que en gros, il a cette rivalité avec le méchant parce qu'il l'a mis KO à un sparring à un moment qui est tombé sur Pareil, Insta, attends, apparemment, ça, je ça, sais on va rien. en parler, mais voilà. vraiment, Et du coup, bah, le méchant, il est au KSW et on voit qu'ils vont pas au KSW. Et du coup, après, bah, j'imagine qu'il rejoint l'Ares. Et du coup, comme il rejoint l'Ares et qu'il y a une rivalité, bah, du coup, l'autre il signe aussi à l'Ares. Enfin, les deux, en fait, ils se baladent. En fait, les orgas, c'est de l'eau, les orgas. Tu vas où tu veux. Tu veux, non, mais moi, je ramène mon pote avec moi dans l'orga. Ou le mec, là. Enfin, non, ça peut se faire dans certains cas, mais déjà pas aussi rapidement. Et là, tu sens que ça suit le scénario. En fait, les orgas, elles sont servies du scénario. Ils font non, mais les persos, là, il faut qu'il y ait le combat, la revanche et tout. Bah, on va le faire à l'Ares parce que moi, je suis Gaston Beach, je connais un peu les orgas et tout. Moi, je connais l'Ares et tout. Je connais Fernand, donc allez, on va faire ça à l'Ares. On va tout montrer. Et du coup, ça a pas de sens. Tu regardes ça, tu te dis. Enfin, c'est vraiment. Pour le coup, j'ai l'impression que la série veut pas faire plus que du divertissement. Facile en tout cas à ce niveau-là, parce que ça essaie juste d'enchaîner les péripéties au fur et à mesure et en essayant de caser des refs, et on s'en bat les couilles si les refs ont aucun sens, ça a pas de sens qu'ils passent du KSW à la reste comme ça. Mais voilà, juste pour montrer deux orgas différents. Et encore une fois, juste le fait de faire autant de combats en 8 mois, les combattants MMA ils font pas en 8 mois, t'as pas le temps de faire combien 5 combats du coup Ouais. Même pas, enfin 6 combats, je après, sais même pas. Mais... peut-être qu'en tout début de carrière, c'est possible, mais pas à ce niveau de médiatisation. Et en plus, avec le chaos monumental qui se prend à la fin du tournoi, parce que oui, c'est pareil, oui, avec le médecin là. C'est 5 combats, dont 3 sur la même soirée. Non, c'est à la fin le. Oui, c'est. Non, mais c'est juste qu'à un moment, en gros, il se prend un gros chaos. Et du coup, il va voir le médecin. Et en gros, je sais pas, visiblement, il est tout seul à aller voir le médecin. Le coach il est dans la voiture. Et visiblement, dans le Porsche Cayenne, mais visiblement, l'orga, c'est-à-dire que l'orga, je sais pas, elle doit envoyer un SMS au combattant pour savoir comment tu vas. Oui, c'est ok. Oui, bah c'est bon, il a dit que c'était bon, donc du coup, machin. Alors tu sais, il y a aucun rapport, aucune fiche médicale, rien. Donc c'est-à-dire, pas rien. Donc c'est-à-dire que non, le médecin, à aucun moment, il est en contact avec l'orga pour dire non, il a pris un KO, machin, non. Je sais pas, il doit avoir le coach, quoi, je sais pas. Non, il doit avoir un mec du KSW qui appelle. Keita, et qui dit alors du coup il a dit quoi le médecin frérot ouais, il a dit c'est bon alors c'est bon parce que du coup le médecin combat dans 3 jours alors c'est bon parce que du coup le médecin a dit non c'est mort t'as pris un KO machin si t'es trop bas il faut le dire et tout machin il faut pas combattre il est très sous le médecin d'ailleurs ouais vraiment et après du coup le mec et comme il est tout seul après il retourne dans la voiture avec son coach le coach dit alors il a dit quoi il a dit bon il a dit c'est bon je peux combattre. Allez. Bah parfait. Bah c'est tout, il y a pas besoin de... Mais t'as pris un KO, de toute façon, tout le monde l'a vu, même à la télé, le KO, vraiment, tu t'es fait mettre en plus un super necessary et tout, machin, t'es vraiment HS, on t'a pris en brancard et tout, mais ça va... Il s'est vraiment pris une bisping contre Dan Anderson. Ah non mais vraiment, enfin, ultra brutal, il y a vraiment un plan qui dure vraiment 30 secondes où t'as le mec avec les yeux révulsés et tout. Ouais. Et non, et ouais, tu vas voir le médecin et mais il y a des règles pour ça, tu peux pas recombattre tout de suite après, comme ça, c'est... Enfin bref. Bon, voilà. Il y a tellement de trucs à dire qu'on va pas s'arrêter à ça. Si on peut parler vite fait, du coup, pour terminer sur le personnage principal de sa romance, là, claqué. Parce qu'en fait... C'est un cahier des charges, le truc. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un cahier des charges. En fait, on voit dès le début qu'il y a un plan, je sais pas, de 10 secondes sur une meuf qui fait un sparring, donc on se dit, ok, bon, ça c'est la meuf de la salle, ok. C'est la seule meuf de la série. Et puis c'est la meuf, c'est la seule meuf qui a ni l'air lesbienne, ni qui est pas moche, donc du coup tu te dis, bon, bah ouais, ça va être le love interest du personnage principal. Bah, ils échangent de phrases, donc forcément, c'est le love interest. Surtout qu'à aucun moment, moi je me suis dit, oui, c'est bien amené, parce qu'il y a pas, comme je disais, il y a pas de jeu de regard. Il y a aucun moment, il y a qu'une alchimie, à aucun moment tu te dis ouais, peut-être qu'il y a un truc, tu vois, genre vite fait ils font un sparring, je sais pas, de lui dire monte ta garde, t'es nul. Ouais, et puis après et puis en fait comme c'est le personnage principal et que c'est la seule meuf de la salle, bah ils s'embrassent. Ah, c'est juste que c'est censé être logique. Et bon enfin juste mais à quoi ça sert ça en fait? Parce que même à la fin, tu vois à la fin, oui, parce qu'en gros, ça aurait pu être une meilleure idée, tu sais, on y a pensé. À la fin, là, au dernier combat contre Bosch, là, normalement sa mère elle doit être au premier rang dans le machin et je sais plus on s'était dit bah peut-être que ça va être genre sa copine qui va être à sa place ou Boss ou sa copine ça, au moins quelqu'un au moins tu sais qu'ils exploitent ce truc du premier rang vide et tu sais qu'au moment où il est un peu en galère etc tu nous fasses un moment un petit peu émotion où il regarde derrière lui et il voit que il voit que au premier rang il y a sa copine et tout ou vraiment tu sais je sais pas qui est en train de pleurer ou un truc comme ça enfin tu sais sors-nous un truc quoi essaye de développer tes personnages quoi. Là il y a le développement.
Attends, vraiment, si t'y penses là comme ça, le méchant il est très méchant, la ouais. meuf c'est la meuf, Ça, le on héros il fait rien. Enfin, il y a aucun personnage, le boss, on va en parler. Enfin, vraiment, il y a aucun. Les sidekicks qui sont insupportables, les potes et tout. Boss, c'est vraiment le pire, je crois, de toute la série. Oh, c'est trop Mais enfin, ça, voilà, vraiment. mais non, mais il y a Ah non, mais aucun y a- perso qui est vraiment développé. Bah non, mais il y a que les combattants qui sont bien. C'est ça. Ah, le seul point positif pour moi, c'est que Gaston Bide, là, il a réussi à choper Ouais. Georges Saint-Pierre non, et il John les a Jones tous- et les quelques combattants français aussi. Il a mis toutes les têtes qu'il pouvait trouver, hein, Ouais. vraiment, jusqu'à Ramzan Geneviève, Ouais. quand même, je crois qu'il a, bah, peut-être que son dernier combat, c'est pas la clé de bras qu'il a prise. Là. Il a pris une clé de bras, non Ramzan, ouais. Les 2 têtes, mais je sais pas si Mais je c'est me son souviens dernier plus de combat. quand Mais c'était son dernier Mais, combat. mais je veux dire, Ramzan, je pense pas que ce soit une personnalité publique si importante dans le MMA français. Ouais. Dans le sens où là, tu vois, c'est quand même le pote, enfin, ça voit que c'est le pote de Gaston Bide, du coup, il l'a ramené, mais en soi, Ramzan, ça elle est passée. Tu le vois en elle est sparring passée, là, je avec veux dire, Saladin dans... Oui, non, mais je veux dire, l'occurrence, mais- ramener Ramzan Geneviève, ça aurait pu être efficace et probant il y a peut-être 3-4 ans, tu vois, quand il avait quand même de la hype et tout. Mhm. Tu sais, au moment de son combat contre Ibra, là, contre Ibra, dans l'organisation d'Ibra TV, quand il avait mis son Ouais. tuning back kick là, de Capoeira. Mais là, ouais, pourquoi pas. Mais là, maintenant, je sais pas, est-ce que les gens, justement, ceux à qui s'adresse la série, est-ce qu'ils connaissent Ramzan Geneviève? Je sais pas, tu vois. Non, je sais pas, Nous, ça on c'est connaît, vraiment pour mais- ceux qui vont un peu plus loin. Non, les gens ils sont là, ils voient du Cyril Gagne, ils se disent oui, ils voient Du du Morgan Abdul. Charrière, du Abdul encore. Mm. On voit Baki, Mm. pas en personne, mais on voit un replay. On voit Big Rusty aussi. On voit Big Rusty, ouais, on voit les médias. Les médias sont marrants. À la limite, les médias sont marrants Ah, les parce médias que comme les médias qui ont été choisis, c'est des vrais médias. Du coup, c'est marrant de voir C'est pas mal, en vrai. de voir Pugila. C'est une bonne De idée, voir ça. Gong, de voir des vrais médias qu'on connaît, et du coup de voir les mecs qui parlent un peu comme ils parleraient de base. Ça, c'était Donc c'était ça une idée. fait partie des clins d'œil à ceux qui connaissent en tout cas le MMA français, qui sont quand même marrants. Enfin, en fait, les seuls moments qui sont pas pénibles, c'est quand tu vois les combattants. Tu dis, ah putain, cool JSP, Il y a ah cool Abdul, John Jones, ah cool Abdul, ouais. ah cool Ramzan, ah cool Saladin, ah cool Baki, ah cool machin, tu vois. C'est Mais ça, à part ouais. ça, vraiment, non. On va parler Et de c'est Boss, là, vite fait, presque là. souvent les... Enfin, non, pas tous, mais j'allais dire c'est presque souvent les meilleurs acteurs. Parce qu'en tout cas, John Jones joue bien... Ouais. John Jones, il gère bien. Ouais, il est chill, quoi. JSP, c'est pas forcément un bon acteur, mais bon, c'est Non. marrant parce que c'est JSP et tout, donc dans tous Ouais. les cas, c'est un peu cool. Et puis après, les autres, ils sont là, tu sais, même Morgan Charrière, il est là 1 minute, hein, au final. Il y a fait quand un même- sparring vite fait. Il y a quand même Bilal Chitou qui a Ouais, un rôle c'est vrai. un peu plus important que les autres, enfin, un rôle diégétique, du coup. Mhm. Il est pas juste le combattant Oui, qui oui, vient oui. aider, genre c'est pas, oui, bah il y a Bilal Chitou qui vient t'aider en boxe anglaise. Bon, il sert pas à grand chose, mais il est Non, là. non, quoi. Mais mais- il a un rôle au moins. Bah, il sert au moins à te montrer la différence de charisme entre un combattant pro et Franck vrai. Gastambide. C'est Parce vrai. que vraiment, le moment Qui est où. pourtant censé être le coach. Oui, mais il y a un moment où, genre, je sais Le plus, boss. où Gastambide essaie d'engueuler Chitou. Parce que, je sais pas, parce qu'il va voir Fernand Lopez. Oui, parce qu'il a appelé Fernand. Voilà. Et donc, et en fait, tu vois, et genre, on a fait pause. Et il y avait Franck Gastambide, donc boss, qui était vraiment affalé comme ça sur le bord du ring. Avec tu sais. Avec son bonnet, sa tête ronde, aucun charisme, aucune prestance, et t'avais Bilal Chitou qui était debout avec sa mâchoire carrée de Tchad, et on s'est dit ouais non vraiment là pour le coup... Bah, tu vois un combattant ou n'importe Enfin, quel non, mais- coach, non, mais tu tu vois, sens qu'ils ont... Non mais tu vois, c'est là où Enfin, c'est là où tu l'acting le a vois des tout de limites. suite. C'est là Ouais. où l'acting montre ses limites, tu vois. Sachant que j'ai pas non plus dire que Gaston Bide c'est le meilleur acteur, tu vois, même si t'es un acteur de génie, c'est pas forcément un truc que t'arriverais à reproduire, mais alors là, de toute façon, mais tu après- vois, non, mais en surtout vrai- quand tu compares les deux, quand les deux sont à côté, Même t'as une gueule où tu l'as pas. Je veux Mais dire, même, tu vois, non mais tu vois, à la fin, moi, dans le dernier épisode, on voit Kev le... Adams de jouer un Bien sûr. un boxeur, ça va être Voilà, dégueulasse. là, il est là parce que c'est lui qui a écrit la série et c'est lui qui a tout fait. Et du Ouais, coup, bien c'est parce sûr. que c'est Gaston Bide qui a essayé de caser ses potes et qui a essayé de tout faire, machin. Mais tu vois, rien que. Mais même, on peut aussi. On parle du coup de boss maintenant. ouais. Parce que c'est pareil, il a aucun. Dès qu'il parle, ça a pas de sens. Comme tu l'avais fait remarquer, il a aucune influence. À Non. chaque fois qu'il dit quelque chose, au final, les autres personnages, s'ils sont pas d'accord, s'il dit non, on combat pas, qu'ils veulent combattre, t'as beau être le coach, apparemment, tu sers à rien. Aucune conséquence. Il a aucune logique. Dès l'épisode 1, il parle. Tu vois qu'il parle pas comme un coach, y a rien. Tu vois, à la fin, dans le dernier épisode, t'as le coach de John Jones là, qui fait qui fait une séance comme ça. Et là, ça paraît bien. Enfin, ça paraît vrai, quoi. Ouais. Tu vois que le mec, et encore une fois, quand JSP est dans le coin à la fin, dans le combat final, bah, il a des vrais conseils. Que
que Boss, déjà Boss quoi, Ouais. que Boss n'a jamais eu de toute la série. À chaque fois il est là et quand il parle c'est soit pour dire des trucs qui n'ont pas de sens, enfin qui seront dans tous les cas pas écoutés, soit pour dire des banalités, soit pour, je sais pas, pour, on a l'impression que c'est l'image que Gaston Bide se fait d'un coach. Ouais, c'est plus ça. Alors Bah, que c'est c'est... exactement ce que je t'ai dit. Je pense que Gaston Bide n'a jamais pris de cours de boxe de sa vie, Ouais. n'a jamais pris de cours de MMA de sa vie. Alors, je prétends pas avoir d'expérience dans les sports de combat. J'ai fait 50 boxe, taille. Et pour le coup, et un peu de boxe anglaise en club, mais j'ai jamais vu un seul coach être aussi détaché, aussi présomptueux et juste désagréable que Boss dans la série. Parce que, en fait, je comprends pas le personnage de Boss. Enfin, un coach, il doit être exigeant et bienveillant. Ouais. Voilà. C'est comme l'autorité à l'armée, c'est la dure conciliation entre exigence et bienveillance. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que on veut t'obéir. Ok, soit autrement t'es juste casse-couille ou t'es une lavette. Et du coup, voilà. Lui il est les deux. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, Ouais, c'était vraiment. trop sévère, machin. Ouais. Mais lui, vraiment, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Boss, dans la série? Parce qu'en fait, il se comporte comme, je sais pas moi, Eric Nixick, ou comme, je sais pas quel grand coach, quoi, Zahabi, ou machin, ou comment il s'appelle, le coach de... Même Daniel Voirin, tu vois. Ouais, ou tu dis, Berman, enfin, t'étais un mec qui a vraiment emmené des combattants au sommet, enfin, vraiment au niveau mondial, dans le top du top, qui a une expérience, parce que t'as l'impression qu'il a ni une expérience en tant que combattant, ni en tant que vraiment. coach. Mais quelle ceinture il a Apparemment, il Boss. connaît des gens, mais tu sais pas d'où. Ouais, il a juste l'air d'être riche parce qu'il a une big voiture, il a tout ça, mais tu sais pas pourquoi. T'arrives jamais à comprendre Je pense que ce qui fait qu'il serait important, quoi. il est un peu en dessous en termes, enfin, dans la hiérarchie du MMA français et mondial de Fernand Lopez. Fernand Lopez, qui est du coup le plus gros coach français en termes d'influence et de performance, avec Daniel Voirin. Enfin, dans la réalité, ça se discute, tu vois, en termes d'accomplissement, même si Voirin a plus d'accomplissement que Lopez. Mais je veux dire, là, du coup, comme Schlitou se casse pour aller voir Fernand Lopez, bah, c'est-à-dire qu'il est en dessous de Fernand Lopez, mais il se comporte vraiment comme si il était multiple champion de l'UFC, tu vois, c'est une Berman, le mec. Et du coup, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui justifie son comportement désagréable envers des élèves? Genre, le mec, il a quoi? Il a des pros, genre dans la cage, donc dans le club dans le groupe des pros, il y a une meuf qui fait des combats, on sait pas son palmarès, on s'en fout. Il y a des mecs qui combattent vite fait, mais genre t'as un jeune qui vient te voir après le cours, donc ça veut dire que c'est important et qu'il veut te parler seul à seul. Il vient te voir juste avant que tu rentres dans ta bagnole et il dit, écoutez, moi je suis motivé, j'ai pas le choix, j'ai que ça, je suis prêt à me mettre à fond et tout. Moi mon rêve c'est de devenir champion du monde dans une organisation. Je crois qu'il, je sais pas s'il dit l'UFC. Si, il dit je veux rentrer à l'UFC, je crois. Ouais, un truc comme ça. Il dit je veux rentrer à l'UFC. Et la meilleure réponse qu'un coach peut te donner à ça, c'est ah non mais oublie. Ouais. C'est de la merde ça. Surtout t'as pas le niveau. Donc dans tous les cas, quoi que tu fasses, tu t'y arriveras pas. Ça c'est vraiment parfait. T'es un très bon coach mon gars, vraiment. Hein. C'est parfait. Alors que genre, ok, je sais pas. Enfin, je me dis, j'ai jamais été coach, mais j'ai fréquenté des coachs de boxe taille. Et genre, je pense que si t'as un mec comme ça, un jeune là de 20, 21 et tout, en plus qui est athlétique, qui a un... Ok, tu le connais pas, tu regardes pas à la salle, mais je sais pas, il est athlétique, il est grand, Tu vois, il a le mental. il a du cran. Tu vois, il vient de parler et tout, dit vas-y, moi je suis motivé et tout. Tu peux te dire, bon, le mec je le connais pas, peut-être qu'il est pas très chaud et tout, mais quand même, genre, pourquoi tu... Enfin, c'est quoi cette réaction en fait? Là, la réaction, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est... ou alors, je sais pas, si t'es un tellement grand coach, bah juste prends pas de débutant, prends pas d'amateur. Enfin, juste spécialise-toi avec des professionnels. Genre, tes groupes, c'est uniquement des professionnels, comme les grands combattants qui après se respécialisent en coach, ou même les plus grands coachs, voilà, ils font plus de cours pour les débutants, pour les non-initiés, parce que ça leur prendrait trop de temps et qu'ils seraient pas disponibles et tout. Mais lui, il le fait quand même. Donc ça veut dire que dans son club, bah, il est assez... il est quand même relativement à même d'entraîner des non-initiés et des néophytes. Donc pourquoi est-ce que quand t'as un débutant qui vient de parler, tu lui dis non.
Genre, tu vois, je comprends pas. Et en plus, il y a même pas de coach, je crois. Si, il y a un coach pour les amateurs. Je sais Parce pas, que c'est parce qu'il lui dit, tellement rushé, le il début, lui dit même- ouais, va même pas là-bas beaucoup. et fais du shadow, fais du sparring. Ouais. Mais enfin bref. Non, puis ça a pas beaucoup de sens, même il y a un moment où t'as l'impression que le héros il est là de nuit tout seul dans la salle en train de s'entraîner, et là le coach arrive, donc bon, je sais pas, la salle elle est ouverte, ou Comme je sais c'est pas quoi. Ngannou, c'est Je sais pas, non mais je sais pas, apparemment tu sais même pas comment le truc marche, mais bon, déjà à ce moment-là, ça avait pas trop de sens, parce que tu te dis, ah ouais, le mec c'est pas enfin il a pas des super conseils vu comme ça, sachant que bon, après, il met KO en sparring, enfin, on a l'impression que c'est la bête noire de la salle, l'ancien élève qui est devenu fou, machin. Et c'est pareil, il en a toujours rien à branler. Après, le héros, il va s'entraîner avec Georges Saint-Pierre. Il en a rien à branler, il fait, ah ouais, non, mais, ah non, mais on s'en fout. Ah non, mais c'est toujours nul, en fait. C'est bien, tu t'entraînes avec Georges Saint-Pierre, c'est cool, hein, mais, ouais, non, toujours pas. Enfin, Non, je me le dis, coach, mais je me dis même. il fait, ah ouais, c'est bien, ouais. Même Allez, bonne continuation. Même ouais. un manager véreux, un chef, lui, j'imagine qu'il est chef d'entreprise, donc ça veut dire que sa salle, c'est sa boîte. Ouais. Genre, le mec, c'est un amateur qui est en train de tout péter sur les réseaux parce que t'as JSP qui le retweet, il va s'entraîner avec lui. Il passe faire ses call-outs sur. Il passe faire ses call-outs sur RMC, qui est une RMC. scène réaliste. D'ailleurs, c'est une des seules scènes qui pourrait être réaliste. Alors, je regarde pas assez la télé pour te dire si c'est vraiment plausible, probable ou pas. Mais je me dis qu'un amateur qui fait le buzz, qui a mis un KO monumental à un pro, il pourrait passer juste avant, tu vois, un événement où genre quand il faut meubler, etc. Ouais, tu fais passer le mec sur le plateau. Ouais. Il fait son call-out correct. Et voilà, et ça c'est une scène qui était, je trouve que c'est une bonne idée, c'est la seule bonne idée je pense de la série. Mais voilà, et donc même si t'es ok, t'es pas un bon coach et tout, mais t'es un manager, t'es un chef d'entreprise, même sans être véreux ou quoi, tu peux juste te dire, bon bah le mec, il y a un truc à faire, ok, Ouais. il peut m'amener du following, il peut m'amener de la popularité, de la visibilité. Même s'il est nul, même si, ok, il sera peut-être pas champion du monde, mais en tout cas, vas-y, je vais exploiter cette faille médiatique là, un peu, un minimum. Non, le mec, rien à foutre. Hein. C'est-à-dire qu'il lui dit, ah, c'est pas mal ce que t'as fait, allez, au revoir, et bah retourne là-bas. Il en a à foutre, il a même pas de respect de base pour le mec qui s'entraîne dans sa salle. C'est vraiment ce que je te disais, Ouais. même pas de bonjour quoi. Non, il s'en fout. Là, On est obligé de venir le voir en disant ouais coach et tout, et lui il fait ah ouais non Boss, mais boss pardon. Ouais boss machin. Le boss, c'est le et lui mais qui s'appelle boss en plus putain mais enfin. Ah. Non, puis Gaston Bide, c'est Tout autour de ce c'est censé perso. être un acteur professionnel, je sais pas, enfin c'est son métier. Il joue tellement mal, mec. Non mais ça veut dire qu'il a eu le cran de se dire ah c'est moi qui vais faire le coach ouais. Ouais, c'est moi qui vais faire le coach de MMA. Déjà, je veux un des rôles principaux parce que c'est ma série. Je suis Franck Gastambide, on a rien à branler. Ça, on peut comprendre. Et il s'est dit, vas-y, tu sais, non mais limite, il aurait pu écrire un rôle pour lui qui aurait été plus dans le personnage. Déjà un truc même moins compliqué à faire quand tu sais que t'as pas la carrière d'un coach. Tu sais pas, il fait le L'agent. Ouais, l'agent ou même tu sais le tonton qui est pas forcément dans le milieu mais qui encourage son poulain et qui a un rôle privilégié avec le personnage principal ou un truc comme ça, tu vois. Et là non, c'est boss. C'est vraiment c'est vraiment le boss, il est là, tout le monde fait ouais boss machin, il a sa salle, ça a aucun sens et en plus il prend plus d'importance au fur et à mesure de l'histoire, il essaye de le mettre plus en avant, il est dans le coin, il toujours rien d'important, toujours rien qui pourrait nous faire penser qui joue un rôle, qui est marquant et qui l'aide le gars, alors que non, il est là, il est à côté, il crie des trucs de temps en temps, et c'est tout, quoi. Mais il a tellement un manque de charisme évident en tant que coach de MMA, qu'à un moment, t'as Hatch qui vient du coup à la salle de boss pour faire tourner Ramzan et Saladin, et juste tu les vois côte à côte, mais tu dis mais putain, mais la différence de charisme entre Hatch, qui est un vrai coach, avec un vécu et avec une expérience de coach, et Franck Gastambide, quoi, qui est vraiment à côté, avec son bonnet et sa tête ronde, et tu te dis, putain, mais vraiment, quoi. Bah, Gastambide, on dirait qu'il s'est perdu dans la salle. Ouais. On dirait même pas, c'est un mec qui est venu pour tu sais, c'est un amateur qui est venu faire un sparring, enfin, c'est un loisir, tu vois, qui est venu pour faire son entraînement ou quoi, on dirait, tu sais pas, t'as envie de dire, ça va, t'as besoin d'enseignement, tu veux t'inscrire, qu'est-ce qui se passe là? C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure.
c'est vrai que c'est la bonne analogie. On dirait le pote un peu collant du mec, du propriétaire de la salle. Ouais, c'est ça. Comme c'est le pote du mec qui tient la salle, il peut squatter un peu. Il peut se permettre d'être là, tu vois. Ouais, voilà, tu sais, il est un peu en mode clodo et tout, mais tu sais, il vient, tel, il est sur son tel, il boit des bières au truc et tout, puis des fois il va voir les mecs, il fait alors ciao, ça va et tout, on s'entraîne et tout. Ouais, c'est exactement ça, vraiment, tu as la tête du mec. Ouais, travaille un peu ton jab, ouais. Il connaît rien, mais il essaye de faire genre, c'est pas. Et ouais, et pour vraiment terminer sur ce personnage cataclysmique, c'est vraiment le moment où il est censé. Parce qu'en fait, on ne montre jamais à aucun moment il est légitime. Aucun. Non. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'il est censé prendre une décision, bah comme tu disais, ça n'a aucune conséquence. C'est-à-dire que moi je veux combattre au KSW. Non. Ah bah si. Ah bah ok. Non mais tout le temps. Au début, rien qu'au début, il dit, il y a Bosch Ray qui aboie, il fait, il fait, oui moi je veux bien combattre. Lui il dit, oh non on se calme les gars, tu combats pas. Il fait, si vas-y je fais le combat, il fait le combat, enfin tout le temps. Ah non bon bah en fait là je vais combattre. Non si. Ah bon ok bon bah combat. Tu sais t'as même la meuf qui vient. C'est-à-dire que même elle écoute pas le coach. Ouais. Il y a la meuf de Ares, non du KSW. Du KSW. Du KSW qui vient et qui dit ouais combat dans 10 minutes. Ah non là c'est Ares là. Ça c'est son premier Ares combat Ares qui fait. Ah oui. Qui ouais c'est vrai ouais. La meuf d'Ares qui vient et qui dit ouais. Ah non t'as raison c'est KSW. Non c'est le troisième combat du KSW. Je suis en train de me mélanger tellement c'est bien écrit. Pardon. Bon voilà. T'as la meuf qui vient dans le vestiaire et qui dit combat dans 10 minutes. T'as le coach qui fait no fight. Et le combattant qui fait ah si I'm ok, il fait I'm ready. Yeah, it's good. Et donc la meuf elle ferme la porte, elle se dit lui c'est qui, ça doit être le frère du personnage principal ou je sais pas qui, c'est mon pote. On s'en bat les couilles, on va écouter le combattant quoi. Vraiment non mais je dis mais le mec donc voilà, même dans le coin aucun conseil, le mec est là, allez, c'était vraiment c'est le pire coin déjà. Non mais c'est on parlera du gars aussi mais la vraiment vidéo va peut-être faire 1 heure finalement. Ouais. Mais il vient et il fait je sais plus, j'en sais même plus ce qu'il dit mais vraiment genre le mec il se fait rouler dessus et tout, il fait allez, réveille-toi. Là c'est je sais pas, il dit vraiment des trucs de merde alors qu'à un moment t'as genre Georges Saint-Pierre qui est dans le coin du personnage principal, je sais même plus son nom, Taylor. Et là, pour le coup, je sais plus ce qu'il dit, JSP, il dit ouais, déplace-toi plus sur la gauche du gars, travaille ton jab, évite de te coller à la cage. Enfin, il a des vrais conseils, quoi. Des trucs qui sont probants. Et c'est ce que tu disais. Pourquoi est-ce qu'il s'est pas au moins inspiré de genre de conseils de certains coins, de coachs professionnels qui eux disent des trucs. Donc c'est vrai que comme tu disais, même si ça sonne faux et tout, bah au moins les instructions techniques sont bonnes quoi. Non parce que la série s'inspire quand même de certaines chorégraphies de vrais combats et de certains enchaînements et certains, enfin il y a certains moments qui sont clairement des références à des combats qui sont devenus assez connus. Et donc je me disais pourquoi il fait pas ça pour parce que pour écrire son rôle à lui parce qu'en plus c'est le sien, donc je me dis pour être crédible, enfin moi je veux dire si je devais m'écrire un rôle de coach comme ça, je me dirais bah vas-y je vais aller écouter ce que disent certains coachs et je vais essayer de prendre des inspirations, même si on peut me dire bon là t'as clairement copié tel coach dans tel fight, tu dis la même chose et tout, au moins c'est plus crédible et tu représentes un peu mieux le sport que tu es censé représenter. Et là même pas, non il a même pas, il est resté sur son image de random où il s'est dit bah là je vais lui dire oui vas-y allez tu y es presque, c'est bien il faut y aller et tout. Mais donc ça a pas de sens. Pour reprendre un exemple que tu faisais tout à l'heure aussi, c'est exactement comme si là dans le coin, genre ils avaient mis une caméra sur Boss, enfin sur Frank Gaston qui lui avait dit vas-y joue le coach qui doit gérer un combattant qui revient d'un premier round difficile. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, fais une impro là. Ok, allez. Alors respire. Ok, tu te calmes, machin. Mais c'est vraiment, tu te dis, mais pourquoi il a pas écrit ce perso ? Je sais pas. Est-ce qu'il s'est vraiment dit, non, c'est bon, j'ai regardé assez de MMA, je sais comment ça marche et tout, je vais réussir à le faire. Mais pour moi, le pire de tout ce qu'on a dit, ce qui l'enterre en tant que coach de tout ce qu'on a vu, c'est quand du coup son poulain se prend un KO monumental. Le KOTS. Il prend un KO monumental au KSW là, et il fait au tour d'après, quand il est censé combattre à l'ARES, il finit par annuler parce que genre 1 minute avant, il se dit non, je peux pas y aller, machin, j'ai le enfin il a les flashbacks du KO et tout ça. Et du coup, Boss se dit allez, je sais comment on va te faire et tout. Quelle meilleure idée. On va aller au KOTS. Ouais. Mais pas pour voir la violence ou je sais pas quoi, machin. Pour toi combattre. Genre, on va aller, tu vois, et tu vas combattre au KOTS et puis
Je sais pas, tu vas te prendre Mais en fait, des pénaltys dans la gueule et tu vas reprendre goût au combat. Je sais pas comment ça marche, mais. J'ai pas. En fait, à ce moment-là, moi je me souviens, j'ai vu les mecs en voiture et je vois Stockholm, Suède, et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il y a en Suède à part le KOTS? Et tu me dis, je crois que toi t'avais déjà entendu des critiques qui disaient qu'il y avait le KOTS. Bah, j'avais oublié. En fait, au début, je je savais dit, pas. attends, mais c'est quand même pas quand même pas le KOTS Ouais. en réponse à un traumatisme crânien et mental qu'il a pris par un KO. Enfin, qu'est-ce que c'est que. Enfin, genre, mais. C'est vraiment le pire endroit où tu peux l'amener pour essayer de lui donner parce que quoi envie de surpasser ça, quoi. Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut se passer de manière réaliste, hein, dans la vie. Parce que là, dans la série, ça a aucun sens. Bon, je sais pas ce qui se passe, le mec il se fait planter, bon d'accord. On est tous tristes. Qu'est-ce qui peut se passer au KOTS quand un mec traumatisé par un KO se pointe? Si il tabasse... Un tismé en plus. Ouais, un tismé. Si il tabasse le mec, ok, il le tabasse. Genre, il le défonce et il va jusqu'à le tuer, comme il a fait. Dans la vraie vie, est-ce que tu penses que ça l'aide à reprendre goût au combat? Je suis pas sûr. Je ne sais pas. Tu vois, potentiellement, non. Parce que, en fait, on n'est plus dans un sport, là, dans le sens où il n'y a pas d'arbitre, pas de règles. Donc, pour moi, c'est pas un sport. Mais, si il se fait tabasser, qui prend un KO, et là, pour le coup, il n'y aura pas Herb Dean ou Keith Peterson qui va s'interposer et faire « Wow, stop !» C'est-à-dire que s'il se prend un KO, là, donc c'est-à-dire que le mec est traumatisé, c'est-à-dire qu'il a peur, je sais pas, il voit un Ukrainien de 2 mètres avec un tatouage nazi dans le dos, avec un poignard russe sur le torse, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Il se prend un KO, il se prend des pénaltys dans la tête, il se prend des coups de coude sur le bitume, il se prend un slam où son occipital, il heurte le bitume. C'est fini en fait. En fauteuil roulant. Et fauteuil roulant et paraplégie. Merci boss, en tout cas, merci boss vraiment de m'avoir amené au KOTS, sans me prévenir d'ailleurs, hein. Donc c'est-à-dire que mentalement tu peux même pas te préparer à ça. Bon, ça c'est peut-être la stratégie du mec, machin. Mais vraiment cette scène, et tu te dis, mais en fait c'est exactement ça. Il s'est dit, putain, le KOTS, ça c'est bien ça. Le KOTS c'est bien, c'est violent et tout. Il y a même il y a des Français qui combattent et tout. Vas-y, ouais, mais on le met quand? Bah ouais, là pour le. Ouais, parce pour le refaire là. En gros, il a besoin. Non mais même au début, je me souviens quand il arrive au KOTS, au début tu t'es dit, ah oui, il va. En fait, il va lui montrer le KOTS pour lui montrer ce que c'est la violence et lui montrer qu'il y a autre chose et que machin, pour essayer de le reconstruire à ce niveau-là et l'amener là en tant que spectateur, tu vois. Sauf que non, il arrive, il fait ouais, j'ai les places et tout, il rentre dans la cage, c'est encore une fois pareil, hein, t'es là, tu te dis ouais, moi je combats, il rentre et tout ça. Et surtout qu'en plus, au niveau des catégories de poids, c'est méga dangereux parce que là, comme il le faisait, t'as l'impression qu'il y avait un champion qui était dans la cage. Et c'est chaque mec qui veut combattre, il saute dans la cage face à un mec qui est pas du tout son poids. Il n'y a pas de catégorie de poids dans cette série déjà. Tout le monde. Non mais oui, c'est vrai, mais ça c'est vrai. Ça c'est un point négatif, on va même pas développer, on n'aura pas le temps. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est exactement ça. Il y a tout le monde monte de 10 kilos, descend de 10 kilos. Bosch il fait, je sais pas, 15 kilos de plus que le personnage principal dans la cage. Enfin, tu te dis ça n'a aucun sens. Et du coup là, le personnage principal il monte contre un Suédois nazi de je sais pas 90 kilos. Le mec il en fait 75. C'est pas French Viking au KOTS, tu sais, qui fait 90-95 kilos. Non, là, vraiment, tu te dis, mais boss, qu'est-ce qui branle? Et le mec, il se pointe à 2, c'est-à-dire en plus, il se pointe à 2 au KOTS. Moi, je sais pas comment ça marche. mais j'imagine que normalement, tu viens en équipe, tu viens avec des mecs qui sont quand même censés pouvoir gérer le bac si ça dégénère autour de la cage. Que tu sois pas à 2 à prendre des coups de couteau et à fermer une porte comme dans Outlast et tout le monde tombe à la porte. Oui, parce que là il y a un début d'émeute. Du coup, il monte les escaliers et il ferme la porte. Je sais pas, genre, il y a le petit loquet, là, il a verrouillé la porte. Et du coup, vu qu'il y a qu'une porte au KOTS, tous les nazis de 100 kilos en bas, là, ils sont énervés, ils arrivent pas à ouvrir la porte et tout ça. Et parce qu'il y a Franck Gastambide qui se fait cutter, peut-être un des meilleurs moments de la série, peut-être quand même ça, c'était pas mal. Normalement, un nazi de 100 kilos suffit à ouvrir une porte. Et alors, 15 en furie, parce que là, c'est vraiment des tarés. Hein. Ah ouais, mais même plus que 15, là. Là, vraiment, il y a... C'est n'importe quoi, il y a une émeute, il y a une vague humaine comme ça qui est là, et t'as l'impression qu'il y a qu'un vieil escalier et une porte au KOTS, et donc il y a Gastambide qui meurt dans sa ruelle, là, dans son couloir. Mais dans ce moment-là, il était... à la limite, il était un peu marrant, parce que ça avait aucun sens. Tellement n'importe quoi que c'était marrant. On va parler des parents vite fait, là. Ah là, maman. Bon, globalement, on s'en fout, même si ça dure 1h30. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. On s'en branle, mais en gros, la mère...
Mais est-ce que t'as déjà vu un perso aussi mal écrit que ça en vrai? Non mais objectivement, pour le peu de fois qu'elle apparaît, Je pense est-ce que t'as déjà vu un perso aussi mal écrit? Il doit vraiment avoir très peu de répliques. Non mais Toutes- l'écriture, et toutes les répliques sont fausses. En fait, enfin, c'est même pas fausse. Il y a aucune réplique qui rentre dans le timing, dans l'ambiance de la situation. En fait, tu sais, elle est toujours à contre-courant par rapport à ce qui se passe et tout ça. C'est, enfin, la daronne quoi. Putain. non, Alors qu'on essaye de nous montrer que Taylor là, il est super attaché à sa mère, machin, comme ce qui est censé être normal, mais là, sauf que ça a pas de sens quand ta daronne c'est ça, tu vois. Quand ta daronne c'est ça et que dès que t'essayes de lui dire un truc, d'être un peu gentil, elle te remballe, elle te dit ah, tu m'as ramené que 30 000 balles. Ah, tu es enculé et tout. Enfin, t'as envie de te dire au bout d'un moment, le perso il a aucun sens. Enfin, le perso a aucun sens et leur relation a aucun sens. Non, mais pour que le personnage de la mère il marche et pour qu'on s'attache à l'enjeu et à la problématique du personnage principal, en gros, ouais, que sa mère, enfin, qu'ils doivent gagner de l'argent pour sa mère, qu'ils doivent, enfin, qu'il ait envie qu'elle soit aux premières loges de son combat là contre Bosch. Mais en fait, rendez-nous un minimum sympathique, même si c'est une daronne. En fait, voilà, il suffisait de l'écrire différemment. La daronne galère. Même quitte à faire un truc ultra cliché, tu sais, bah, tout est méga cliché, mais. Tu faire la daronne misérable qui est gentille, la tu vois, daronne mais qui a un cancer, tu sais, genre. Ouais, voilà, un truc. La comme daronne ça, qui est tu dans le vois. coma et qui a pas assez de thunes pour se payer je sais pas quoi, tu sais, genre t'as les huissiers chez elle et tout, et son fils il doit la sauver, il doit gérer, Ouais. et il doit payer ses frais hospitaliers. Bon, on n'est pas aux États-Unis, mais il doit, je sais pas, payer quand même, ouais, certaines opérations qui sont pas remboursées, ou il doit gérer avec les dettes qu'elle a et tout. Mais là, la daronne, c'est une putain de toxico dans le noir, qui est toujours sur sa chaise, ou à la cuisine avec un vieux néon de merde, et elle est là, et elle fait. Ah ouais, Et elle remballe elle son fait, fils. T'es là, ah, ok. Et alors t'es courte, c'est bon, t'arrêtes, ok. Et machin. Ouais. Et lui là, ce gars, ouais, lui, il va te dire comment on gagne de l'argent. Le putain de random là qui se pointe en Marcel, son mec là, le faux beau-père là, qui a vraiment, mais oh la tête à claque de l'espace là, le mec, mais c'est vraiment, tu le vois débarquer dans l'ombre, arriver dans l'ombre en Marcel, tu te dis bon lui déjà le C'est bon, personnage déjà, est tu te dis merdique. c'est bon, j'ai compris. Ouais, Tu voilà. peux t'arrêter, tu peux ne rien dire, j'ai compris. Ouais. On peut skipper à la scène suivante, j'ai compris comment. J'ai compris la scène, c'est bon. Et donc On peut arrêter là. la daronne qui est à aucun moment, elle a aucune réplique sympathique. Ouais. À aucun moment, elle est attachante. Aucun. Même à la fin, quand le mec va combattre et tout, elle dit une réplique en mode oui, je suis fier de toi, mais genre, non, mais l'acting et la narration te fait comprendre que c'est forcé et qu'elle n'a pas envie de le dire, juste je sais pas quoi. Mais genre vraiment, mais tu te dis, mais le perso, genre du coup, on s'en branle de l'objectif de ce mec. En fait, par ricochet, on se fout de la daronne parce qu'elle est infernale, donc on se fout de ses problématiques. La problématique qui est celle de son fils, bah on s'en fout aussi, donc par ricochet on s'en fout du perso principal. Parce qu'il a aucune problématique, aucun enjeu qui nous touche. On s'en fout Ouais, parce que complètement. les 5 combats qu'il fait, parce que on dit ça, en fait, sur les 8 mois, du coup, il fait de son mieux pour enchaîner les combats parce qu'il a besoin de thunes pour sa daronne, donc c'est vraiment l'objectif du fils. Tu sais, il combat, enfin, t'as l'impression de comprendre que en même temps il combat parce que voilà c'est un combattant MMA et qu'en même temps il doit bien aimer ça, mais vraiment le focus qu'il met à chaque début si on peut appeler ça des arcs, enfin avant chaque combat il dit non là il faut que je combatte vite, j'ai besoin de thunes pour ma mère, j'ai besoin de ça, donc c'est même pas comme si lui-même il essayait en même temps d'avoir un objectif pour se dire je veux me surpasser, je veux être le meilleur, je veux essayer d'avoir quelconque titre, j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment l'objectif, c'est mettre la daronne à l'abri, tu vois. Donc et sauf que on voit que la daronne elle fait rien elle-même pour s'aider, tu sais. T'as l'impression qu'elle et son beau-père ils sont là en train de boire des bières et de cloper dans le salon. Ils travaillent pas, tu sais, ils sont là, ils font alors tu nous ramènes l'argent et il arrive, il ramène 30 000 balles, ils font t'as ramené que 30 000 balles, enfin genre rien n'a de sens et tu te dis tout le long mais alors que c'est censé être du coup l'objectif du héros, donc l'objectif de la série c'est la daronne qui fume dans son claque-merde là et je comprends rien, ça a aucun sens. En fait, je sais qu'il y a des gens méchants dans le monde, genre il y a des gens qui sont ingrats, sans scrupules, vraiment, et qui montrent aucune reconnaissance envers rien. Mais pas à ce point-là, quand même. Quand ton fils, en 2 mois, il te ramène 30 000 euros... Sur 40, parce que Sur la dette 40 000. c'est 40 000. Non mais, Et elle attends, fait, t'as que ça? non mais attends, c'est pas comme si De pute. le mec, gros, déjà, une personne normale, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il revend ses fringues, il va travailler à Auchan, 1 mois, bon bah tu ramènes 1500 balles à ta daronne. Bah c'est déjà très bien, tu vois, Ouais. qu'il faut que je fasse de plus. Là, le mec, il est combattant.
il prend des coups, il se ruine la santé et tout, il ramène 30 000 balles. 30 000 sur 40. Parce qu'il s'enchaîne les 3 combats en une soirée où il s'est pris un KO de l'espace. 30 000 et n'importe. Mais je pense que même la personne la plus négative sur Terre te dirait. Bon, quand même, merci quoi. Enfin, je sais pas. Pour payer les 40 000 balles de dette que elle a, enfin même pas que le beau-père a l'air d'avoir, parce que c'est lui qui a des dettes parce qu'il a des créanciers, tu sais pas ce qu'il fout, tu vois. Et dès qu'ils apparaissent, ils sont là, ils clopent, ils boivent, ils font ah ouais. Mais c'est ça, et donc tu ramènes alors, 30 000 balles. 30 000 et même pas un merci, rien, c'est. Ah ouais, que 30 000 balles. Bah ouais, que 30 000 balles. Bah ouais, que 30 000 balles, ouais. Et ouais. Mais comment tu veux qu'on s'attache un minimum au personnage? Aucun personnage. À ce moment-là, tu t'es dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Ouais, genre, et eux, ils sont dans le salon en train de cloper, comme tu disais, il y en a pas un qui se bouge le fion pour aller gagner 10 pesos, là, mais comment est-ce que tu. Mais, enfin. Mais je sais pas, le mec, c'est quand même un professionnel. Il est quand même dans le milieu du cinéma. Il a genre 22 piges, tu vois. Non, je parle de Franck Gastambide. Ah oui, même Franck Gastambide. Ah oui, tu veux dire comment tu peux écrire une merde pareille? Ouais. C'est-à-dire que, je suis pas, vraiment, c'est peut-être présomptueux et tout, mais tu me montres, je sais pas, le scénar, je te dis, mais les parents, ils sont pas genre, il y a pas un minimum de changement dans leur état d'esprit du début à la fin de la série, c'est les mêmes connards dans leur claque merde noire qui fument. Et c'est pour ça que. Mais vraiment, tu dis, mais. Tu dis, tu fais. Même si tu cèdes à la facilité, tu dis, ouais, c'est la daronne, et ouais, c'est ça, elle a un cancer, machin, elle a besoin d'aide et tout, elle est gentille, mais tu vois, elle tousse, elle est malade et tout. Tu vois, c'est. Cliché, ça passe, quoi. Tu sais, tu prends le truc le plus basique, ça passe, sinon, tu sais, il a voulu faire autre chose un peu plus, ouais, c'est la rue ici, machin, on s'en bat les couilles et tout, c'est la galère. Sauf que du coup, c'est nul à chier. Mais gros, la rue, tu vois qu'il la connaît pas, qu'il a jamais vécu dedans, parce que s'il pense que toutes les daronnes. Déjà, s'il pense que les coachs ils roulent en Porsche, je sais pas quoi là, c'est mort. Hein. Ouais, ça, vraiment, je t'ai dit, la Porsche Cayenne. La Porsche Cayenne. Non, mais t'as l'impression qu'il s'est dit putain, les gars, il faut une voiture pour filmer la scène demain. Vas-y, je prends la mienne. Ouais, il dit bah vas-y, c'est bon, moi je viens en caisse, donc vas-y, on prend ma caisse. Il a pas capté qu'en fait la Porsche Cayenne, c'est pas la voiture d'un coach de MMA moyen en France. Enfin, même pas moyen, même. Non, mais genre, comme je disais, Fernand. À part si t'es Fernand Lopez, est-ce que tu roules en Porsche Cayenne? Tu sais, à la limite, c'est les combattants qui réussissent le mieux et tout. Ouais, mais là. Putain. Et boss, quoi. Ouais, non, mais voilà, bon, bref, les parents, mais une merde d'écriture pas possible, ça c'était infect. Pour parler de Bosch, là, du méchant. Ah, on peut vite parler du méchant, ouais. Et oui. C'est marrant, ça. Et après, il faut encore parler du pote aussi. Et les potes, même. Attends, ouais. Mais alors... enfin, il y en a un, il est facile, c'est rapide, mais. Mais alors, non, mais. Putain, Bosch. Bah non, mais en fait, le méchant, ça. Bah, moi, honnêtement, alors, déjà, c'est le seul qui a une gueule. Enfin, le seul acteur hors combattant professionnel qui a une gueule. Entre guillemets, crédible dans le rôle d'un combattant, non, mais d'un mec qui se tape, tu vois. Bah, déjà, en fait, il en fait des caisses, mais des caisses. T'as jamais vu un mec aussi énervé que ce gars? Parce que vraiment, mais c'est ce qu'on disait. Là, on remettait là tout à l'heure vite fait en accéléré la série pour se rappeler de certains moments. C'est pour dire à quel point il nous a marqué. Mais à chaque fois qu'on mettait un moment où il y avait ce méchant, c'était je t'enculé, casse tes couilles. Et du coup, on se disait, mais est-ce qu'il y a un moment où il ne hurle pas, même il avec n'aboie pas? Son point, même quand il parle à son coach, c'est pareil. Je viens enculé. Non, vraiment, je disais, mais c'est infernal. Donc, ok, bon, le mec a une gueule au moins. Il a le physique et la gueule pour jouer le méchant d'une série de MMA. Ça, c'est plutôt crédible. Mais bon, il y a pas un moment où le mec est normal, quoi. Non, mais c'est pour ça. Moi, en soi, j'ai rien à dire sur son acting parce que en soi, pour moi, vraiment, c'est l'écriture du perso et le fait qu'il soit aussi énervé en permanence parce que il suffit qu'on imagine qu'un personnage aussi énervé en permanence existe. Bah, c'est impossible. Bah, non, mais imagine que ça existe. Bah, en soi, ça ressemblera à ça. En soi, le mec, il joue. Bosch, en soi, il joue ce qu'on lui dit de faire. Ouais. Donc, c'est pas l'acting. Le mec, il est très énervé. Ouais, au moins, il le fait bien. Il est vraiment très énervé, tu vois. Donc, c'est même. Pour le coup, là, il n'y a pas de problème d'acteur. Et c'est vraiment juste au niveau de l'écriture que ça a aucun sens que le perso soit. Enfin, que dès qu'il ouvre la bouche, ce soit pour aboyer. Pour aboyer sur n'importe qui. Mais vraiment. Et même sur ses managers, même sur ses potes et tout, quoi. Même quand il arrive au début et que la salle s'arrête parce que ça on peut en parler aussi de ça, mais c'est vraiment le moment où tu dis enfin c'est quoi, genre le mec c'est Sentry, c'est Thanos, enfin tu dis mais quoi, il déboule dans une salle, ils sont 4 les mecs,
tout le monde s'arrête, tout le monde, tu sais, vraiment, c'est le temps est suspendu, il vient, il fait, et c'est non-stop, hein, c'est vraiment, alors, et tes combattants baltringues, et ils viennent pas se combattre. Les combattants ils s'énervent parce qu'on a dit baltringue. Et Boss, dans cette scène, c'est le comble du ridicule, hein, le mec fait 1m60 et fait, arrêtez de vous énerver. Et voilà, et donc après Bosch, putain, Ouais, c'est compliqué. il refait, alors, y a pas des danseuses ici ou quoi? Les gros fils de putain. Voilà. Donc voilà. Et c'est le mec avec le moins de charisme de la salle qui lui répond ah si, moi je suis chaud pour combattre. Enfin bref, la scène n'a aucun sens. Et surtout, je me dis, mais attends, mais écris un truc un minimum réaliste, genre dans la vie réelle. S'il y a un mec avec 3 potes à lui, là, même aussi terrifiant qu'il soit, qui se pointe dans une salle qui n'est pas la sienne, et qui vient ouvertement défier, pas défier de manière chevaleresque et comment dire, de manière traditionnelle, un combattant, hein. Il vient, il insulte tout le monde, il insulte le coach, la salle et les combattants. Et donc, dans la vie, ce qui se passerait, c'est que tout le monde lui saute dessus, tout le monde les tabasse, et on n'en parle plus, quoi. Et tu les jettes par la peau du cul dehors, et après, on s'occupera d'eux plus tard, quoi. Tu les jettes dans la décharge, et ça dégage. Mais là, non. Là, c'est vraiment, tout le monde s'arrête, tout le monde fait, oh putain, oh le combattant et tout. Alors, les gars, vous êtes tous combattants ici. Genre, non mais c'est pas comme si t'avais un combattant qui se pointait dans un, je sais pas, un au Geek Days, et là, bon là tout le monde fait arrête, ouais, le combattant. Là, t'as genre 25 combattants qui sont autour et qui sont en train de le regarder. Non mais puis surtout, quand je repense à cette scène-là, je me dis que par exemple, ça aurait été parce que donc on est censé comprendre que c'est un ancien élève de la salle, un ancien élève de Boss. Et qui, je sais pas, a mal tourné ou a fini par machin. Ouais, c'est Kylo Ren si on veut. Ah, ouais. Mais du coup, enfin, ils auraient pu essayer de développer un truc sur le fait que le coach entraîne son nouveau poulain pour essayer d'aller combattre son ancien élève qui a mal tourné ou un truc comme ça. Essayer de faire un truc avec, parce que en soi le boss. Il aurait dû, il est entre les deux. Il connaît, mais Boss, il connaît l'adversaire en fait. Et sur ça, pareil, ils s'en servent jamais. Tu vois, même dans le manga Baki, t'as, je sais plus son nom, un des karatékas de Orochi au début du manga qui commence à se sentir trop fort et du coup il s'en bat les couilles des enseignements et tout machin et du coup ça fait une histoire, il se fait tabasser. Mais du coup là s'il y avait moyen d'essayer de développer un petit truc, mais non, rien à foutre. Rien à foutre. Bon, il y aurait trop de trucs à développer encore, donc on va un peu abréger, mais en gros, je voulais parler déjà aussi... tout est cliché. Juste oui, si on peut résumer en soi, tout. Enfin, ouais, c'est un peu les séries Gaston Bide, j'ai envie de dire de ce que j'en ai lu, même des résumés que j'en ai vus. C'est cliché qu'en fait tout va au plus simple et ça paraît pas crédible, rien ne paraît vraiment crédible de long en large. Il y a une scène quand même que j'ai envie d'aborder, le podcast de Cyril Gann. Ah ouais. Celui-là vraiment, là pour moi c'est la scène la plus pénible de la série parce que je ne suis pas Cyril Gann sur ses différents réseaux et encore moins sur Twitch. J'aime beaucoup le combattant et tout. Je suis anti-combat. Et j'aime beaucoup la personnalité, etc. Mais genre, moi, c'est pas mon truc, les réseaux et mon gaming. Mais en gros, le mot. Mais je me suis dit, attends, mais Cyril Gann, enfin, les podcasts de Cyril Gann, c'est ça? Ouais, genre Cyril Gann a accepté que son podcast soit représenté comme ça, déjà. Parce que c'est ça, déjà, ça me surprend, tu vois. Parce que la dépiction du podcast de Cyril Gann dans cette série, c'est inviter un amateur qui a mis KO un professionnel, ce qui est stylé, qui a fait le tour du monde, ce qui est stylé, pour se foutre de sa gueule. Alors, si à la limite Cyril Gann se fout de sa gueule, bon, c'est pas sympa, ok, merci Cyril, mais c'est pas sympa. Mais bon, ça, à la limite, bon voilà, parce que t'es un gros combattant pro, tu fais 120 kilos et t'es un la légitimité pour le faire, quoi. Si Ragnar le Breton te se fout de ta guelle, bon, t'es pas un combattant machin, mais bon, tu fais quand même 1m90, t'es quand même balèze. T'as voulu faire un combat pro qui a, au final, enfin voilà, tu t'es déjà entraîné en MMA, t'es quand même balèze. T'as déjà fait, tu t'es déjà entraîné même avec Cyril Diabaté et tout, il y a déjà eu des trucs, tu vois, Même physiquement, t'es impressionnant. T'en imposes un peu quand même, puis t'as un petit charisme parce que t'es quand même un humoriste machin. Mais l'autre là. Oh putain. Gros. Non mais ça c'est un bordel. Qui limite le plus mis en avant, qui se fout le plus de la gueule, qui fait qui rigole machin. Mais attends, mais c'est parce qu'il monte des vieux combats, il monte un vieux combat où du coup le héros se fait mettre KO et il se fout de sa gueule pendant 5 minutes là. Lui je sais pas qui c'est. Enfin pareil je connaissais pas. Juste de nom. Moi je connaissais parce que c'était un pote de Mr V je crois, un truc comme ça mais. Tu peux être tolérant sur certaines choses, notamment quand un mec de 120 kilos se fout de ta gueule, mais quand t'as
ce mec, je sais plus comment il s'appelle ce youtubeur? C'est un rappeur aussi, je crois. Théodore, je crois. Théodore, ok. Ouais. Bah quand t'as Théodore, ok les gars, attendez 2 secondes. Cyril, je t'aime bien. Ragnar, bon je te respecte. Par contre toi, pourquoi tu rigoles en fait? Ouais. Enfin pourquoi tu te moques de moi? Parce que là il y a un C'est problème. bien placé, là. Enfin tu comprends bien qu'il y a un problème. Pas parce que t'es pote avec Cyril Gann que tu peux commencer à te foutre de la gueule de tous les combattants. Tu comprends bien qu'il y a un problème de théorie des ensembles là. Ouais. Si tu te fous de ma gueule, c'est que t'es capable de faire mieux. Ok? Donc a fortiori, si on sort à 2 là, t'es censé me battre. Ok? Bon non. Ok, très bien. Si on nous enferme dans une pièce, comme on dit, Parce que là, il a qui vraiment. ressort du coup. Parce que là, vraiment, il a ravalé ses couilles très très loin, hein, le personnage principal. Hein. Il a rien dit. Quand Théodore il se fout de sa gueule, il se dit. Et il nous fait une griffisse là, il se dit vas-y, ok, je me fais enculer maintenant, mais après, Ah, tu verras après. après ça ira. Mais bon, Non, mais même Cyril Gann, Cyril il se dit, il fait ah les mecs vous êtes des bâtards et tout machin, et les mecs ils continuent ils font ah il s'est fait mettre KO et tout, et le KO et puis regardez, il est KO et regardez, alors, regardez encore une dernière fois. Oh là, il Allez, est tombé comme on une le merde. remet, ah putain, et alors c'est violent tu t'es mis KO et tout, et Cyril 2-3 fois il fait ah les mecs vous êtes des bâtards et tout, allez vous êtes des bâtards, et du coup ouais le combat et tout. Je suis persuadé Enfin, que dans aucun. Cyril, J'ai regardé aucune émission de Cyril Gann, mais je pense que, enfin, j'ose espérer qu'à aucun moment il se fout de la gueule d'un mec comme ça. non, même Ça en a soi, aucun sens. en quoi. soi, même en soi, enfin, c'est censé être, enfin, ce genre de médias, c'est censé être bienveillant, tu sais, ou alors, tu sais, même s'ils refont le récap de la carrière et tout ça, ils peuvent montrer des moments au début où c'était moins bien, mais t'auras aucun invité qui va faire le KO, il sait se mettre KO, le KO. Le mec il rentre dans une cage, il encule des mecs, tu vois, enfin, au sens figuré. Non mais, enfin, je veux dire, à un bout d'un moment. Même ce Théodore là, j'imagine qu'on a dû lui dire. Et là, en gros, t'es un gros fils de pute, Ouais. et tu es en train de se foutre de la gueule parce qu'il s'est mis un KO. Même lui, il a dû se dire, oh, putain, c'est un peu abusé le rôle. Non, c'est comme ça. Mais Là, c'est tu te fous de sa c'est gueule. quand même très bizarre de représenter le podcast de cette manière. Ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, à un moment, je me suis dit, ce que je disais tout à l'heure, j'aurais pu imaginer Gaston Bide mettre à un moment dans la série le fait que les réseaux sociaux sont vraiment très violents avec les combattants quand ils perdent globalement. Et donc je me suis dit, peut-être que quand le mec s'est pris un KO et tout, à un moment, je crois, il. Ah, tu l'as il va sur son tel et 3 tout ça. secondes. Tu l'as 3 secondes à une session de sparring là, quand t'as Saladin et Ramzan qui tournent. Ouais. Il est sur son tel, il voit les commentaires de rageux et tout. Et t'as la meuf qui fait écoute pas les rageux. Oui, voilà, vite fait ça, à la limite. Non, mais quitte à essayer de montrer que le mec se prend de la pression et tout ça, t'aurais pu essayer de le montrer submergé par la haine qu'il prend sur les réseaux. Et au lieu de ça, il va au podcast de Cyril Gann. Cyril Gann qui est un des mecs les plus gentils du milieu en plus, tu vois, qui, voilà. Et là, on lui crache dessus gratos. Parce que c'est un combattant C'est qui juste s'est pris un KO. Mais Déjà, c'est un amateur qui a fait un combat. Mais déjà, rien que le fait de s'être pris un KO, ça veut dire que déjà, tu Et quoi, combats, c'est- déjà, c'est pas une honte. mais à aucun moment c'est Ah. honteux. Non, mais c'est pour ça. Ça a aucun sens. Mais- Toute cette séquence, et le fait que ce soit en plus. Et on dit, vas-y, c'est toi Théodore, tu vas dire lol, Si, mais ça MDR, le représente KO, un peu. quoi. Non, mais ça représente un peu quand même les nouveaux fans, tu vois. Ouais, Tu sais, en fait, limite, ce Théodore, c'est vraiment. C'est vraiment la représentation des nouveaux fans là depuis Baki Doumbé Mhm. qui ont aucun respect pour rien, qui ne comprennent pas que monter dans une cage, c'est pas genre la veille, ouais, ça demande rigueur, discipline et beaucoup d'abnégation et de courage Putain, ouais. pour monter dans une cage, prendre le risque de te faire humilier devant tout le monde, enfin humilier pour ce genre de gars, hein, parce que Oui. aucun moment c'est une humiliation. Hein. Bien sûr. Prendre le risque de perdre, bah oui, t'as perdu, voilà. Bah tu t'es donné à fond, t'as perdu, il y a 2 hommes qui sont face à face, il y en a un qui frappe à un moment où tu le vois pas, etc. Ça va en une demi-seconde, c'est ultra rapide, enfin c'est quand même un des moments dans la vie où tu peux le plus facilement te faire rouler dessus sans pouvoir y faire grand chose. Enfin, à aucun moment c'est humiliant, à aucun moment c'est dégradant, c'est même très valeureux et très respectable, très noble de monter dans une cage et de faire face à un adversaire dans une cage fermée. Oui, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et ouais, et en fait, Théodore, il est vraiment là pour montrer un peu les nouveaux Ouais. fans, juste qui sont, C'est vrai. qui sont dans leur canapé à rien branler là, entre 2 pignoufs et 2 parties de Fortnite, là, bah, ils font oui. Mais surtout que ça représente parce que bon, déjà oui, c'est une des situations les moins risibles qui existent. Et en Putain. plus, à ce moment-là, il mais si, montre. si on rit des mecs qui se prennent un KO, mais vous là, mec, Mais pourquoi on non, rigole pas de vous mais surtout que là, il montre son premier. Alors que le mec, il est pro. Il est même pas pro encore. Il est pas pro. Et il montre on a retrouvé ton tout premier combat amateur, machin, où il s'est pris le KO. Genre déjà, à quel moment, déjà, tu l'invites. T'es censé essayer de surfer un peu sur le truc et du coup de parler du KO récent et de dire bon t'as mis KO tel combattant pro et tout ça et au final il parle de oui
Tu te souviens, il y a, bon, je sais pas combien, mais ouais, il y a 1 an, 2 ans, tu t'es fait mettre KO et tout, lol. Enfin, Non, mais c'est ubuesque comme scène. Cette scène n'a aucun sens. Vite fait, on peut parler du pote. Du pote, tu voulais parler du pote. Le pote, alors le poteau. Bon, alors déjà, le poteau, on a un gros problème avec lui. Ouais. Bah, un gros On problème. parle pas du pote gros qui est chiant mais qui fait rien. C'est l'autre pote qui est dans le coin du héros. Bah, le genre de Rital avec ses cheveux bouclés là, et qui est le dopé. Alors lui, il y a un gros souci, c'est-à-dire que ils sont censés être meilleurs potes ces mecs-là. Alors si lui c'est le meilleur pote de ce gars-là, enfin de Bon Taylor. courage. Mais ok, bah. Il est tout le temps vénère. Le mec, à chaque fois qu'il le regarde, il fronce les sourcils, il a la mâchoire serrée. Tu te demandes, il a envie de le planter, il a envie de l'étouffer. Qu'est-ce qui se passe? Même avant qu'il y ait l'histoire où en gros il aime bien une meuf et au final il apprend que son pote sort avec cette meuf. Parce que déjà, quand on regardait en accéléré, on voyait que même. Non, ça, on va peut-être pas le faire. On voyait que même avant qu'il y ait cette espèce d'arc où du coup son pote devient jaloux, il a déjà l'air vénère et il y a déjà pas d'un. Il a vraiment plus d'alchimie avec le gros qui dit légendaire que avec ce mec là qui est pourtant dans son coin parce que je sais pas, parce que c'est son pote, du coup il est dans son coin avec le coach, putain, super coin, mais vraiment tu sais pas pourquoi il a l'air de déjà même pas aimer le mec. Ouais, et alors en plus c'est vrai. Et alors en plus quand il y a cette histoire de oui en fait t'es avec la meuf alors que moi j'ai pas pu avoir la meuf, du coup oui, alors parce qu'en fait il lui file son tel qui est déverrouillé allumé pour je sais plus quelle raison, et du coup le mec reçoit des SMS de la meuf du mec qui est en train de combattre. C'est-à-dire que la meuf, je sais pas, envoie des SMS au gars pendant qu'il est dans la cage. Elle le voit à la télé, elle le voit combattre, il lui envoie putain trop bien le combat, bisous. Bah et ça mais parce que en gros, non mais déjà en soi parce que le héros cache sa relation avec la meuf. On l'appelle la meuf parce qu'on connaît pas son nom, c'est littéralement juste la meuf. Oui, bah c'est la combattante. Voilà. La combattante. Et en gros, il est avec elle. Et apparemment, et du coup, son pote lui avait dit oui, essaie pas de te rapprocher d'elle parce qu'apparemment elle aime pas les combattants parce qu'il s'est fait recaler ou je sais pas quoi. Ah, peut-être. Et du coup, bah, je crois que c'est ça. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai cru comprendre, alors que je me souvenais plus qu'il lui avait dit ça, mais c'est apparemment ce qui se passe. Et du coup, bah, le pote, quand il apprend qu'en fait on lui a pas dit qu'il était avec elle, bah, il s'énerve et il pousse ce qui est censé être son meilleur pote à se faire mettre KO globalement et à prendre un combat qui avait aucun sens. Et à la fin, il lui dit que, enfin, il lui donne du produit dopant juste avant son test par je sais pas quel USADA ou quoi qui va faire les tests antidopage. Donc ça, rien. Mais le fait encore une fois, c'est caricatural de fou. Le fait qu'on nous montre dès le début que le mec l'aime pas et que ça dure 5 épisodes et que c'est que vraiment à la toute fin, en fait, qu'on résout cette intrigue du podcast du pote malveillant. C'est tellement long en fait. Du coup, à chaque combat, tu fais putain, il est encore là le mec, encore. Alors que même le boss, il comprend que le mec est un enculé et qu'il a envie de le pousser à se faire mettre KO et en fait, il a envie de s'accaparer la lumière. Même pareil, il y a un moment, je sais plus là où mais à quel moment ça existe ça où ils sont sur un escalier, ils sortent d'une voiture, ils montent pour rentrer dans le stade là, dans l'arène. Et du coup, t'as des paparazzi, parce que c'est ce qui se passe quand t'as des combattants amateurs qui arrivent dans un je sais pas quoi, enfin bon bref. Voilà, donc t'as des paparazzi qui sont là, et t'as le mec qui nous fait un numéro burlesque et ridicule où il commence à flex devant les caméras. Où il flex parce qu'il signe des autographes, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Mais est-ce que t'as déjà vu, mais même un pote même une connaissance un peu véreuse et un peu intéressée qui est là avec toi et tout, elle va pas faire ça quoi. Tu dis, enfin c'est plus subtil. Là c'est vraiment là Gaston Bide il prend sa bite, il te la claque sur le front, regarde le perso, ce qu'il est censé faire quoi. Là, tu dis c'est bon, j'ai compris. Oui. Franchement, et en plus et le héros il en a rien à foutre hein. Le héros il se dit même pas putain mon pote. Si, il lui dit. Il lui dit. Oui, non mais au moment où il marche, après il fait ouais machin, t'abuses un peu et c'est tout. Parce qu'après y a rien qui change hein. Et c'est pour ça que nous au début on se disait c'est l'arc d'un épisode. En fait c'est l'arc où en gros son pote il essaye de prendre la lumière et du coup bon voilà et du coup ça va passer à autre chose, ou alors soit son pote il va se dire ah oui c'est vrai que j'ai déconné, ou alors soit lui-même il va bouger son pote et enfin je sais pas, mais tu te dis c'est pas un truc qui va durer. Et en plus comme il y a plusieurs espèces de débuts de sous-intrigue à plusieurs moments dans la série qui vont nulle part,
Du coup, à plusieurs moments, on se disait, putain, tu te souviens de ce truc dans l'épisode 1 ? Bah, y a rien eu. Et jusqu'à la fin, à la toute fin, on se disait, bon, bah, tu vois, le pote qui est jaloux et tout ça, bah, ça a servi à rien. Jusqu'à ce que, vraiment, la dernière scène, il fout du produit dopant dans l'eau du gars. Et on s'est dit, ah, bah, si, ça sert à teaser la saison 2, du coup, c'est super. Mais vraiment, ah non, mais le pote. Putain, le pote, il a pas une seule. Pareil, c'est un peu comme la daronne, il a pas une seule scène où il est agréable. Il y a pas une scène où il dit un truc sympa ou machin. Soit il est au resto pour dire qu'il se dope. Pour conseiller de pas sortir avec la meuf. Et en plus, attends, il se dope au clenbutérol. Ouais. Alors ça, faut quand même en parler, parce que le clenbutérol, alors, dans mes souvenirs... Ouais, on est à sec. Bah c'est vrai que la vidéo a duré une heure. C'est pas grave. Dans mes souvenirs, le clenbutérol, c'est la substance pour laquelle avait été testé positif Canelo. Je pense, alors j'ai pas vérifié, hein, il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est une substance extrêmement puissante qui te fait en gros perdre du poids tout en conservant ta masse musculaire. Enfin, perdre de la graisse, perdre de la masse graisseuse tout en conservant ta masse musculaire. Donc en gros, un produit littéralement pour Olympia, quoi. Et pourquoi ce mec-là en prend du clenbutérol ? Enfin, tu prends pas... Enfin, je sais pas si. Enfin, je connais rien en produit dopant, mais je sais pas, mais le clenbutérol, ça me paraît quand même vraiment vénère pour un amateur. Lui, il est amateur, hein, d'accord. Ouais, mais surtout qu'il faudrait développer un minimum les personnages, parce que lui, à part le voir dans le coin, on sait pas ce qu'il fait. Tu sais, on aurait pu essayer de nous mettre au moins une scène où on voit que lui-même il galère, enfin qu'il essaye de. Tu sais, qu'il a un objectif lui-même, qu'il essaye de. Qui se défonce, mais qu'il arrive pas forcément à soit à passer pro, soit vraiment à gagner, et que du coup qu'il a lui-même. Enfin, en fait, t'as un truc qui nous introduisent les produits dopants pour dire, eh ouais, en MMA les gens ils se dopent et tout. Regarde, lui il se dope, bon pas le héros parce qu'il est gentil, mais son pote, genre ça existe, le pote il se dope et tout ça, mais tu sais pas pourquoi, parce qu'il est pas. Tu le vois jamais combattre ou quoi, il est juste là à donner des mauvais conseils. C'est pareil, en vrai, il est dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait dans le coin, à part entre les combats, dire là bon, je sais que t'es quasiment mort, mais tu devrais aller faire le combat, ou alors, enfin que des mauvais enfin il sert à rien. Pourquoi il est là ? Et encore une fois, il est là pour la scène finale, parce que Gassambi s'est dit, ah ouais non, il faut qu'à la fin, genre en gros, son pote il le trahisse et tout, mais donc en gros il est juste là pour trahir, mais du coup il attend toute la série, la saison il attend. Il attend son moment à la fin de l'épisode 5. Et quand c'est ce moment, il fait ah c'est bon, je peux servir à quelque chose. C'est bon, dans le scénario, il faut qu'un perso mette de la dope dans l'eau du mec. Du coup, il est jamais agréable. Ça a aucun sens. Non, parce que il est rapidement considéré comme insupportable par le coach, par lui, enfin par Boss et par lui et par le héros. Ouais, c'est vrai. Et ils font on va laisser passer. Du coup, on va le laisser là en attendant. Donc bon. Le pote. Et l'autre pote est insupportable. Enfin voilà. En fait, il n'y a pas un seul personnage, encore une fois, à part les combattants qu'on est content de voir. JSP, on est toujours content de voir JSP. Justement, on aurait dû parler de JSP et de John Jones et de la manière dont ils coachent. Pourquoi est-ce qu'un amateur, mais aussi médiatisé soit-il, à quel moment Georges fucking Saint-Pierre Rush va prendre autant de temps pour entraîner un amateur. Il dit, à un moment, il fait parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe du méchant. Mais tu dis, mais le méchant, mais qui s'en branle, ce mec. C'est un champion du KSW. On voit à quel point les mecs. C'est même pas s'il est champion. Même pas. Si, je crois qu'il est champion. Mais parce que au début, quand il fait son combat au KSW contre lui, il fait un combat avec lui au début, non ? Ou alors c'est le seul rematch contre lui, c'est à l'Ares ? Il n'en fait pas en KSW ? Bon, en tout cas, il est champion d'Ares. Je sais pas, on s'en branle. Mais en tout cas, mais du coup, il faudrait développer tout ça. Bon, malheureusement, je vois qu'il reste que 197 heures d'enregistrement sur l'espace 297 heures. Ouais. Du coup, on n'aura pas assez de temps, mais en gros, donc, juste pour la faire rapidement. Attends, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le monde du travail. J'ai fait beaucoup de jobs différents. Des jobs durs du tertiaire et tout, mais juste pour parler à ton supérieur hiérarchique, souvent il faut que tu passes dans son bureau à ses heures de travail, ou alors que tu lui envoies un message pour prendre rendez-vous avec lui, pour lui parler et tout. Donc si à Leclerc, à Auchan, en fait à l'usine ou au marché, c'est aussi dur de parler à ton supérieur hiérarchique, passer de amateur qui vit dans un HLM que personne calcule, que même Boss ne calcule pas, à entraîner sur la rive d'un lac au Canada dans l'octogone personnel privé de Georges fucking Saint-Pierre.
et 2 mois plus tard, parce que tout se passe en 8 mois, 2 mois plus tard, être dans la voiture de John Jones, John Jones prend du temps. Le temps de John Jones, ça dit. Oui. Okay, il précise même qu'il est John Jones. C'est dire le temps qu'il dit prend. Je suis John Jones. Il dit I am John Jones. Et donc, à quel moment, en fait, genre, qu'est-ce que le coach a dû dire à John Jones, en fait? Il lui a dit, putain, John, il y a un putain d'amateur, enfin d'amateur français. Il y a un combattant français, alors vite fait pro, là, il a que 2 combats pro, mais il veut arrêter le MMA. Attends, tu peux aller dans la caisse qui doit le ramener à l'aéroport et essayer de le convaincre qu'il doit pas arrêter? Ramène-lui dans la salle des ghettos pour lui montrer que le MMA il faut pousser et tout, il faut l'œil du tigre. Ouais, alors ça c'est marrant parce que oui, du coup, on n'a pas parlé de la boxe et tout ça. Ouais, mais ça prend trop de temps, mais c'est pareil. Non, mais juste dire que le mec à quel âge il a 21 ans, il est déjà punch drunk, il a plus l'œil du tigre. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, quoi, ta carrière. Enfin, si à 21 ans, t'as déjà le vécu d'un vétéran, t'as déjà des flashbacks du Vietnam. Et que tu sais, on voit ça souvent en boxe anglaise ou même en sport de combat, en MMA ou en kickboxing, des mecs, des vétérans, des mecs de 38, 39, 40, 41 ans qui, en plein milieu d'un combat ou même entre 2 combats, disent voilà, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus la même niaque et la même envie qu'avant, je préfère arrêter. Parce que voilà, je sais qu'à mon âge, je vais pas retrouver l'œil du tigre, comme il dit. Mais là, mec, t'as 20 ans, tu viens de commencer ta carrière, t'as 3 combats pro. Tu n'as jamais eu l'œil du tigre. Je l'ai perdu l'œil du tigre, là, je suis plus chaud. Là, c'est trop. En fait, mais pareil, ça sort d'où? Ça, c'est Rocky, ouais, comme il disait, c'est Rocky. Mais surtout, vraiment. Surtout que Gaston Bide, globalement, ça, c'est que un point sur lesquels je voyais que Gaston Bide, il régurgite Rocky. On avait parlé même quand on regardait, tu vois, en fait il aimait bien certains films de boxe et du coup il essaye de refaire un peu les films de boxe, sauf que en fait des fois le MMA c'est pas non plus de la boxe. Du coup genre les moments où le mec il est sonné au sol et puis qu'il se fait compter, ça marche pas en MMA parce que tu te fais pas compter en MMA en fait, tu te fais prendre des overhands de bâtard dans la gueule et t'es mort quoi. Des marteaux, ouais. Donc et puis on t'arrête. Oui. Donc du coup non en fait. Il y a plein de moments où tu fais oui, bon ça tu vois que t'as bien repris regarder les Rocky avant, mais tu peux pas juste ressortir ça tel quel pour un combat dans l'octogone en fait. Il aurait peut-être mieux fait de s'inspirer de Raging Bull plutôt que de Rocky, parce que pour le coup ça aurait peut-être rendu la série plus intéressante, avec une dimension sociale plus intéressante que la mère qui clope qui dit alors elle a 30 000 balles, c'est tout, donc voilà. Mais ouais, non, il aurait fallu développer à quel point ça, en vrai, on en a pas assez parlé, on n'en parlera pas non plus parce que c'est trop long, mais à quel point le scénar n'a aucun sens. L'amateur qui va s'entraîner avec Georges Saint-Pierre, mais quoi, c'est quoi, genre, ce mec là, de Taylor Keita, c'est quoi? C'est le meilleur, c'est le fils du meilleur pote de JSP pour qu'il l'invite au Canada? Enfin, et pareil, à la fin, il dit non, mais je pars au Mexique. Il dit non, mais je pars au Mexique. Ok. Donc en fait, tu pars au Mexique. Moi, c'est même la réflexion que je t'avais fait pendant la série. Il dort où? Il mange quoi? Parce qu'il est pauvre, visiblement, il a pas d'argent, même il peut pas aider sa mère. Donc, il galère avec sa daronne et tout. Ok, donc il dort où? Il mange comment? Il y va comment? C'est quoi? C'est Georges Saint-Pierre qui lui paye son billet d'avion? C'est John Jones qui lui paye son Starbucks? Ou son KFC? Mais, tu vois, genre, le mec, non mais si, il va au Mexique. Hop, Mexique, hop, boxe, court avec le meilleur entraîneur du monde. Pour moi, le pire, c'est encore John Jones, parce que déjà, John Jones est champion UFC, parce qu'ils font référence au fait qu'il a battu Cyril Gane et tout ça, donc John Jones est canoniquement, actuellement, champion UFC dans la série, et donc il entraîne quand même, oui, parce que dans le podcast avec Cyril Gane, à un moment ils disent ouais c'est qui ton combattant préféré, donc comme par hasard le mec dit genre Saint-Pierre et John Jones, et du coup les mecs se foutent de sa gueule, il faut John Jones, et puis Cyril il fait non c'est pas grave et tout machin, et à un moment c'est pareil, John Jones quand il lui fait la morale il dit oui machin et tout, et puis là je suis revenu et j'ai réussi à refaire machin, et il fait oui c'est vrai vous êtes revenu, donc c'est à dire que techniquement à la limite JSP il est à la retraite, donc bon et puis il est un peu plus proche du MMA français, donc peut-être qu'il a des liens, machin. Mais John Jones, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce Taylor Keita, là, enfin, ça a aucun sens. C'est juste que Boss, ouais, je sais pas, apparemment, il connaît un peu le coach de John Jones, et du coup, il l'envoie s'entraîner là-bas, et machin, mais... Putain, ouais, j'espère que John Jones, je suis sûr que John Jones, il a bien touché un bon chèque pour participer à ça, parce que putain, qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Mais bon, c'était agréable de le voir, au moins. Ça, au moins, on s'est dit, et la série fait au moins ça. Et c'est sûrement le meilleur acteur de la série, ouais. Oui. Bon, voilà, c'était de la grosse...
C'était pas bien. fou. C'était pas bien. C'était pas bien. Et juste- voilà. Si on peut conclure sur globalement l'image du MMA que ça donne, Ouais, c'est pas fou. je trouve que C'est dommage. bah comme on le disait, tu sais, il essaye de caler un peu tous les rêves qu'il a, mais Ah, mais- en ah, mais foutant c'est du quand même- KOTS, en foutant des trucs. C'est quand même dommage que même l'antagoniste, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent pas trop le MMA qui vont regarder la série, je pense. Mhm. L'antagoniste qui à chaque fois pousse les arbitres, frappe les arbitres, démarre Prend des, le micro, démarre des insulte bagarres tout en le conférence monde. de presse, insulte tout le monde. Tu te dis mais ouais en fait vous êtes vraiment en train de confirmer les stéréotypes et les clichés qu'il y avait il y a 10 ans sur le MMA. Qui était en train de partir avec justement des ambassadeurs comme Cyril Gane qui sont des mecs respectueux et tout, et ce genre de série avec un mec qui insulte tout le monde, qui finit toutes ses phrases par trou du cul, va juste ça va renvoyer les stéréotypes 10 ans en arrière, quoi. Ouais, donc c'est super. Parfait. Bah, Merci Franck Gastambide, parfait. en tout cas. Merci Franck Gastambide. Hein. Écoute, merci boss. Super boulot. Je sais pas si on sera là pour la saison 2, ça dépend si on a envie de re-s'énerver un petit peu, parce que c'est toujours marrant, on Ouais, mais verra bien. il y a assez de choses sur lesquelles s'énerver, de choses nouvelles, Oui. plutôt que... Déjà- non, je te dis, je regarde plus ça. Non, mais, c'est déjà- mort. non, mais moi ça me va parfaitement. Hein. Mais déjà, comme on a dit, il faut que les prochaines fois on fasse des points d'orge où on conseille des trucs. Soit sur des films, soit sur des livres ou n'importe quoi. Bah, les livres, souvent, quand on les présente, sont les gros... Oui, mais c'est pour ça. Là, on s'enchaînait Norman qui était un gros morceau Ouais. et la cagette là. Ouais, c'est chaud. Donc bon, Ouais, il faut qu'une prochaine fois on arrive à conseiller des trucs, ça, même pour notre santé Mental. mentale, ce sera mieux. C'est vrai. Oh, Bon, allez voilà. les gars, on vous dit à bientôt, et prenez soin de vous, ciao. Allez, à plus, salut.